Ah, il y a de la musique en plus, c'est magnifique. Bah, le pôle est... Ça y est, c'est parti. Ça y est, on y va. Bonjour à tous. Donc, le pôle énergie est une association basée ici à Dunkerque, dont le but est de réunir les acteurs de l'énergie sur les Hauts-de-France. Donc on est une structure d'animation de la filière énergie. On a eu 113 membres à fin 2018 et nous essayons d'aider nos adhérents à faire des projets et à avancer sur la transition énergétique. Voilà dit en très peu de mots. On pourrait dire que vous êtes un spécialiste du travail collaboratif du coup. Vous mettez en réseau, vous connectez, vous... On est des hommes de réseau, on est des tiers-lieux pour reprendre des mots qu'on va entendre tout à l'heure. Voilà. Merci. Alors, nous partons donc, vous avez vu, le thème général, c'est un peu d'exploration. Pour terminer, on va se poser une question qui, du point de vue du travail qu'on a mené, est une question fondamentale, c'est la connexion de l'action, des actions, qui sont plus que jamais nécessaires, et du sens qu'on donne à l'action. Alors, il y a un sociologue qui s'appelle Michel Maffezoli qui disait l'autre jour que le problème qu'on a dans plein d'institutions aujourd'hui, c'est que le travail n'est plus une valeur. Ça veut dire qu'on ne se lève plus pour travailler, parce qu'il faut travailler, mais qu'on se lève pour aller au travail si le travail a un sens. Et cette question un peu du sens qu'on donne aux actions qu'on mène va devenir une question absolument profonde, pas seulement pour mettre en route les gens dans leur engagement professionnel, mais pour évidemment mettre en route les citoyens, les professionnels, les parties prenantes de la transition qui est la nôtre. Sachant qu'on va le voir aujourd'hui, la question du sens, elle peut très vite mettre en abîme, parce qu'une fois qu'on est porteur d'un sens, on peut avoir envie que ce soit le seul possible, on peut avoir la conviction que c'est le meilleur possible, et très vite, on va se rendre compte que la question du sens se heurte soit à l'absence, soit à l'intégrisme, en termes de bornes. Et du coup, il faut qu'on entre un peu dans le concret pour voir comment un certain nombre d'institutions, et c'est le parti pris qu'on a eu avec le pôle énergie en préparant cette plénière, en allant à la rencontre au fond d'institutions qui à la fois font leur part, pour le dire comme ça, avec des actions tout à fait concrètes, précises, engagées, dont on va parler, mais qui raccrochent avec leur propre sens ces actions à un projet, à une vision, à quelque chose qu'elles veulent transmettre à leurs collaborateurs, à leurs clients, à leurs parties prenantes. Et puis, puisque vous allez voir, nous allons avoir le témoignage en direct de deux grandes universités, l'Université de Lille et l'Université catholique de Lille, à leurs étudiants, à leurs chercheurs, aux projets de recherche. Enfin, vous allez voir quelque chose qui, évidemment, est plus global. Et puis, l'enjeu aussi de la transition énergétique, ça c'est quelque chose qu'on va aborder ensemble, Jean, dans cette table ronde, évidemment renvoie non pas à la transition seulement énergétique, mais à toute une série de transitions. C'est-à-dire qu'on voit bien très vite que ces sujets qu'on aborde ensemble dans cette plénière, à la fois ont une dimension de complexité, c'est-à-dire qu'ils sont tissés ensemble, c'est la définition même du complexe, et puis qu'ils sont au fond à certains moments interdépendants et même subordonnés les uns aux autres. Et donc la transition énergétique va nous renvoyer à plein de questions de transition de différents ordres, et qu'en revanche ces transitions ont tout en commun la question du sens qu'on va leur donner. Voilà pour un peu le cadre général de cette table ronde, mais en fait, avant de partir dans cette exploration plus systématique d'actions concrètes et de connexion à des sens, vous allez voir, ça va être l'enjeu de cette table, de passer du sens au sens écrit au pluriel, sans doute. En préparant cette rencontre avec vous et donc avec le pôle énergie, on s'est dit, mais il y a dans l'histoire de l'humanité, donc vous voyez, on est parti loin, plein de moments où l'humanité a eu rendez-vous avec elle-même et avec le monde sur lequel elle vivait.
Et finalement, ces bifurcations de l'humanité devant des grands choix, devant des grands enjeux, eh bien, on a plusieurs histoires qui en parlent. Et du coup, avant d'aller voir ce qui se passe ici et maintenant, aujourd'hui, en particulier dans le département du Nord et dans la région des Hauts-de-France, avant d'aller vraiment de rentrer dans le concret des choses, on vous propose avec Jean de vous faire vivre un petit voyage dans le temps. Donc installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, respirez profondément. PCN à vos portes. On va vraiment vous emmener, vous promener dans une très vieille histoire qui, vous allez voir, à plein d'égards est convocable aujourd'hui et va nous donner un certain nombre de questions ou de remarques pour entrer dans cette question de la connexion entre l'action qui a l'air microscopique, mais vous allez voir qui va changer le monde, et en même temps du sens qu'on donne à l'action. Je te laisse la parole. Ben oui, quand on est citoyen, quand on vit la vie que le monde nous propose aujourd'hui, on voit un monde qui s'en va, un monde qui advient, et ça peut faire un peu peur parfois. Alors on ne veut pas s'enfermer dans la nostalgie du passé, on veut construire l'avenir, mais il y a un gouffre de questions, car nous ne mesurons pas toujours la portée et le sens des actes que nous posons. Et les actes qu'il faudrait poser nous semblent aussi parfois hors de portée. Alors il peut y avoir une forme de sclérose. Et c'est là l'intérêt de s'interroger sur le passé pour comprendre comment nos ancêtres ont su dépasser des écueils, se transformer et continuer à développer pour construire du neuf. On peut aller chercher l'un de ces moments où l'humanité a eu rendez-vous avec elle-même et a su, en creusant au plus profond d'elle-même, a su trouver l'inspiration d'un renouveau et d'un redépart. Il y a 5000 ans, en Mésopotamie, une civilisation prospérait, la première civilisation même, selon bon nombre d'archéologues. Il s'agit de la civilisation sumérienne qui s'installa dans le croissant fertile au confluent du Tigre et de l'Euphrate dans l'actuel Irak. Cette civilisation est le fruit d'une lente transformation opérée entre 12 000 et 6 000 ans. Celle du chasseur-cueilleur, nomade, qui s'estompe pour laisser peu à peu apparaître un mode de vie sédentaire fortement structuré. À l'origine de cette évolution, une innovation majeure, la domestication de l'épeautre, l'ancêtre du blé, au sud de la Turquie, dont les rendements permettaient de nourrir beaucoup de têtes à la fois. Cette domestication permit la naissance de la civilisation, spécialisation des métiers, puisque les rendements permettaient qu'un cultivateur produise pour plus large que sa propre famille. Regroupement des hommes dans des cités. Il ne peut y avoir des villes que s'il n'y a qu'une source garantie de nourriture qu'apporte justement l'épeautre. Abandon du nomadisme, croissance démographique, car le nomadisme permet d'avoir plusieurs enfants, alors que le chasseur-cueilleur ne peut réenfanter que lorsque l'aîné est capable de parcourir de longues distances. Et enfin, échange, commerce et organisation de la société. En parallèle, la civilisation sumérienne a utilisé ses premiers éléments de civilisation en les portant à l'excellence, grâce à leurs talents ingénieux de bâtisseurs et d'habiles gestionnaires. Les terres arides et désertiques de l'Irak furent irriguées par le détournement des deux fleuves nourriciers. L'épeautre fut ainsi cultivée avec bonheur sur ces terres irriguées jusqu'à faire 2 ou 3 récoltes par an. Les villes qui naissent se constituent en cités-États très organisées. Our, Chouroupak, Kish. La société s'organise avec un droit contractuel que l'écriture cunéiforme vient sceller sur des anneaux ou tablettes d'argile. Le système de comptage du temps en base 60 est encore celui que nous connaissons aujourd'hui. 12 phalanges, 5 doigts, soit 5 fois 12 égale 60 secondes ou 60 minutes. La civilisation sumérienne a su résister aux invasions des peuplades acadiennes voisines menées par le roi Sargon. Mais pourtant, le déclin s'installe inexorablement. À partir de 2350 avant notre ère, les récoltes commencent à baisser régulièrement, notent les archéologues. Des hypothèses sont évoquées. Sumer n'exploite pas le fer, à la différence de peuples voisins, un atout technique qui fait la différence. D'autres hypothèses sont émises. Le peuple s'est peu à peu sclérosé par manque de liberté et par une administration bureaucratique de plus en plus ingérante. Mais surtout, l'irrigation, facteur de prospérité de Sumer,
fait peu à peu remonter le sel du sous-sol vers la surface et rend les terres de plus en plus impropres à la culture à haut rendement. Comment ne pas voir des éléments d'analogie avec notre 21e siècle occidental? La ville d'Our, en Chaldée, était une de ces cités-États de la civilisation sumérienne. Elle comptait 60 000 habitants, et c'est là, vers 1800 avant notre ère, que naquit un homme qui fut à la charnière de toutes les civilisations qui survécurent à Sumer, Abraham. Naquit. Je ne pose pas la question de l'historicité du personnage ou de sa réputation religieuse, mais plutôt je regarde le geste qu'il développe dans les récits mythiques qui nous sont rapportés essentiellement par la tradition hébraïque de la Torah, la Bible juive. Alors que Sumer est encore prospère, Abraham quitte Sumer, quitte son pays. Il laisse son père Téra à son commerce d'idoles et d'amulettes, il prend sa femme, son neveu Lot, ses biens, son bétail, ses serviteurs, et redevient nomade. Retour aux occupations des ancêtres nomades. Il part donc. Les commentaires de la Torah juive, ce qu'on appelle les Midrash, précisent « Abraham partit sans savoir où il allait, preuve qu'il était sur le bon chemin ». Il parcourt ainsi un long périple qui suit le croissant fertile, puis s'en écarte lorsqu'il va en Égypte pour remonter ensuite en terre de Canaan où il s'y installe. Quelle intuition prémonitoire cet Abraham. Partir juste au moment où tout commence à se déliter. Partir aussi en emportant tout ce que l'on a. Est-ce vraiment une rupture? N'est-ce pas plutôt une manière de prendre du champ, de sortir d'une sclérose ambiante pour recréer? Étonnant de voir que les civilisations juives, chrétiennes, musulmanes, qui sont les descendants d'Abraham, reprennent toutes les éléments des récits mythiques de la civilisation sumérienne en leur donnant un nouveau sens. Déluge, histoire de Moïse, récit de la création, autant de récits déjà présents dans la tradition sumérienne qui trouveront dans la Torah une nouvelle écriture, un nouveau sens. Étonnant de voir que certains éléments novateurs créés par les Sumériens ont traversé les âges, en Orient comme en Occident, de manière inchangée, le comptage en base 10 ou en base 60, pour le temps et la géométrie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, dira plus tard Lavoisier. Les civilisations ne meurent jamais, elles se transforment. L'homme a cette capacité d'enrichir sa culture de couches successives, dont les plus anciennes ne s'effacent jamais totalement. Elles restent là, peut-être en dormant, mais toujours disponibles pour y puiser du sens pour notre aujourd'hui. Sumer est né de la transformation du chasseur-cueilleur en agriculteur, puis citoyen de la cité. Mais Sumer a irrigué les civilisations du livre autant que la civilisation grecque. À la charnière, Abraham qui partit sans savoir où il allait. Nécessaire lâcher prise, nécessaire agilité de l'esprit pour qu'advienne autre chose, pour que se crée du neuf. Nécessaire confiance dans la puissance de la vie pour qu'advienne autre chose. Refus de s'arc-bouter sur l'existant pour innover, construire. Ce matin, nous désirons donner la parole à ceux qui se mettent en chemin, à ceux qui font le lien entre passé et avenir, à ceux qui font des temps de crise des lieux d'opportunité. Bon voyage du passé vers le futur, qui est déjà aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean. Merci. Je te laisse t'installer. Voilà, alors c'était encore une fois important. Là maintenant, on va partir dans des réalisations concrètes. On va se mettre, on va dire, sous les auspices du logos, vous voyez, de la connaissance de ce qui est démontré, démontrable, factualisable, mesurable. Mais c'était très important pour nous qu'on fasse aussi une place au mythe en miroir, parce qu'on va parler justement de ce rapport entre l'action et le sens. Alors pour ça, je vous invite à applaudir nos deux invités. J'appelle Sandrine Rousseau, qui représente l'Université de Lille, qui est vice-présidente de l'Université de Lille, et Pierre Georgini, qui est président-recteur de l'Université catholique de Lille, que je remercie chaleureusement de leur présence. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté, et
un remerciement tout à fait spécial pour Sandrine Rousseau, qui a remplacé au pied levé le président Camard, qui est coincé par les intempéries. Voilà. Alors, ce que je vous propose, pour démarrer, si vous voulez bien, c'est que vous nous rappeliez tout simplement, tous les deux, quelle institution vous représentez. Alors, je ne sais pas qui veut démarrer. Allez. Bonjour à tous et toutes. Alors, je représente l'Université de Lille. L'Université de Lille, c'est une très grande université puisqu'il y a à peu près 60 000 étudiants, même un peu plus. Il y a 7 000 personnels, donc ça en fait la taille d'une ville moyenne. Il y a 5 campus. Ces personnels et ces étudiants sont répartis sur 5 campus. Et parmi ces personnels, sur les 7000 personnels, il y a à peu près 4000 personnels de recherche, c'est-à-dire chercheurs, chercheuses, ingénieurs de recherche, etc. Donc en fait, c'est une très grande université et c'est aussi un lieu où s'invente quelque chose, puisque avec une force de 4000 chercheurs, vous imaginez bien qu'on invente et on travaille sur l'avenir. Et parmi ce travail de recherche, à vue de nez comme ça, je réfléchissais en venant, je pense qu'il y a à peu près 40% des personnes qui travaillent sur les questions de transition énergétique, transition environnementale, perte de biodiversité, etc. Donc en fait, ça fait quand même une force de recherche extrêmement importante. Et comme on forme 60 000 étudiants, eh bien, c'est aussi un lieu où on apprend à vivre autrement. Et j'y reviendrai par la suite. Merci beaucoup. Pierre, vous nous parlez de l'Université catholique de Lille. Oui, donc l'Université catholique de Lille, c'est 32 000 étudiants, donc c'est un peu moins de la moitié, un peu plus de la moitié de l'Université de Lille. C'est 7 000 salariés également, mais c'est dû au fait que nous avons donc un secteur hospitalier qui est intégré à l'université. Donc c'est 1000 lits d'hospitalisation, c'est un peu plus de 600 lits dans le Caire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les EHPAD, béguinage vertical, etc. C'est 2 quartiers de ville expérimentales, Humanicité et maintenant Saint-Antoine, donc qui sont on parle de living labs, c'est-à-dire des quartiers de ville expérimentales qui intègrent les dimensions développement durable, même si Humanicité n'a pas aujourd'hui les bases pour être certifié écoquartier au sens de l'ADEME, notamment du scope 3, mais en tous les cas, voilà, nous sommes dans l'expérience et dans la mise en œuvre de tout un écosystème. Sur les 32 000 étudiants, il y en a un peu plus de 22 000 qui sont sur l'île ou Croix avec l'EDEC, et puis nous avons d'autres campus en France, à Nice, à Paris, à Londres, à Singapour, enfin un certain nombre de campus un peu éparpillés dans le monde entier. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, on a envie de vous faire parler d'actions concrètes, c'est-à-dire de démarches que vous avez envie de pointer, non pas en nous donnant la totalité d'une forme de projet cohérent qui serait conduit dans les 2 institutions que vous représentez, mais plutôt en mode impressionniste, en disant voilà des choses qui se passent dans nos institutions qui nous semblent intéressantes pour évoquer la transition énergétique, sachant que nous, à nouveau, notre parti pris là-dessus, c'est de montrer à quel point d'abord il y a des initiatives aujourd'hui et que ces initiatives, elles ne sont pas toujours toutes connues finalement et elles sont portées par des personnes engagées. Et donc commençons d'abord peut-être par cette promenade impressionniste dans vos institutions pour y découvrir des choses qui s'y passent du point de vue de la transition. Alors, évidemment, on a une action très concrète avec le projet Live3, mais je voudrais insister sur le fait que c'est le propre d'ailleurs de la complexité. Hein, quand on tire sur un bout de la ficelle, on emmène toute la pelote, et donc on essaye d'être sur une vision non réductionniste, non segmentée. Donc nous, on s'est attaqué à la question du devenir du lieu. J'en parlerai peut-être tout à l'heure dans le sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un lieu universitaire et que sera le lieu de l'université demain, probablement profondément bouleversé. Et donc, nous sommes sur une vision qu'on essaye de rendre, un mot un peu savant, on dit la plus holistique possible, c'est-à-dire qu'on travaille sur toutes les dimensions de l'économie. Sauf que l'économie, on a perverti le nom, puisque économie, c'est oikos nomos, dans ses origines étymologiques, et ça veut dire prendre soin de la maison.
Et là, vous voyez d'ailleurs en quoi l'encyclique du pape Laudato Si, sans faire aucun prosélytisme, mais qui est pour nous quand même un texte de référence, concerne l'économie, puisqu'il dit nous devons prendre soin de la maison commune, et il va même plus loin, puisqu'il dit prendre soin de notre humanité et prendre soin de la maison commune, c'est pas nettoyer les vitres ou faire le sol pour s'assurer que ce soit propre, il dit c'est la même chose. Et donc, on voit bien qu'on est de plus en plus dans des approches de la complexité qui ne sont plus dans la lignée du siècle des Lumières, c'est-à-dire où l'humain s'extrait de la complexité, mais il est partie prenante, et donc à partir du moment où il est partie prenante, évidemment, l'ensemble de l'action de l'écosystème est fondamental dans toutes les dimensions, et donc on a attaqué au fond toutes les dimensions de la responsabilité, qu'on appelle la RSU, la responsabilité sociétale de l'université. Alors cette dimension, c'est prendre soin du plus fragile et du plus faible, et c'est d'ailleurs dans cette, non pas prise en charge, mais ce passage de la prise en charge au prendre soin des vulnérabilités, quelles qu'elles soient, il y a des vulnérabilités écologiques, il y a des vulnérabilités humaines, eh bien on parle du même sujet en fait. Et donc d'où ce quartier qui est né c'est Thérèse Lebrun, c'est la personne qui était avant moi, ensuite moi j'ai poursuivi, accéléré, etc. C'est de faire émerger des quartiers où se réinventent en permanence avec les acteurs eux-mêmes, les conditions locales de l'exercice de la prise en care, du prendre soin des plus vulnérables. Sur ce quartier, nous avons qui est quand même un écoquartier du point de vue énergétique, puisque c'est un réseau de chauffe avec un accord que nous avons eu avec Dalkia, avec une 70% décarboné. Donc c'est un quartier qui veut, au fond, coélaborer avec les personnes handicapées elles-mêmes, le vivre ensemble au quotidien. Donc 2500 personnes, je dirais, comme vous et moi, qui vivent dans ce quartier, qui choisissent de vivre dans ce quartier, qui est donc un quartier expérimental, et 2500 personnes handicapées, mentales, sociales, physiques. Nous avons la Bèche, par exemple, qui héberge 85 personnes sans domicile fixe. Nous avons plein d'institutions, et donc ce quartier, grâce à ces ateliers d'humanicité, cet espace central, et les chercheurs qui travaillent avec, parce qu'il faut que les chercheurs apprennent de plus en plus à ne pas travailler sur, mais à travailler avec. Donc, ils travaillent avec ce quartier, constitue ce premier Living Lab. Nous en avons un second qui maintenant est opérationnel, qui travaille sur les questions d'intergénérationnel, c'est-à-dire comment on réinvente, au fond, se prendre soin des personnes âgées, parce que qu'on le veuille ou non, nous allons vers un monde, en tous les cas en France, qui sera de plus en plus âgé, avec les questions de la dépendance qui vont être qui sont des questions déjà aujourd'hui, mais demain, des questions absolument redoutables. On sent bien que le modèle de la redistribution ne permettra pas, compte tenu de l'évolution de l'économie, de rester sur un modèle de redistribution économique pour se prendre soin. Et donc, nous devons inventer des nouveaux modèles. Et donc, ça, c'est le boulot de ce quartier. Et puis ensuite, mais je vais égrener, parce que on ne peut pas parler de tous les éléments, Livetree, puisque nous avons l'ambition que le cœur d'îlot du campus, qui fait 56 000 mètres carrés, donc c'est quand même un îlot, nous avons pris le pari qu'il serait zéro carbone en 2021. Donc c'est pas 2035, c'est pas zéro carbone, c'est très bientôt. Alors évidemment dans le scope 2, puisque si on va trop loin dans le scope, ils seront obligés de surveiller le nombre d'entrecôtes que je bouffe par semaine, et ça c'est une limite que je ne veux pas dépasser. Donc ce sera peut-être mon successeur qui dépassera cette limite de l'entrecôte, mais pour l'instant on sera zéro carbone, et tout est fait pour atteindre cette cible en 2021. Voilà, alors avec des démonstrateurs, des expérimentateurs, le fameux Rhizone, je ne vais pas rentrer dans le détail. Peut-être un mot aussi des écosystèmes du Tech Shop qui est venu s'installer sur le campus, puisque alors, qu'est-ce que le Tech Shop vient faire là-dedans? Eh bien, peut-être, j'en parlais tout à l'heure sur le thème, on voit bien que l'alternative à cette économie distributive, c'est l'économie contributive, concept qui a été développé d'ailleurs par Bernard Stiegler, et dans l'économie contributive, il y a l'écotechnologie, c'est-à-dire la capacité donnée au niveau local de réinventer la technologie par le bas, si je puis dire. On va trouver toutes les initiatives d'innovation frugale, de l'innovation low cost, etc. Et pour ça, il faut du do-it-yourself, parce que le modèle économique ne marche pas bien avec le modèle industriel classique. Et donc, on est en train d'expérimenter ces modèles d'industrie universelle, enfin de robotique universelle, et qui est vraiment dans ce qu'on appelle le do-it-yourself en américain, des étudiants, en anglais, des étudiants donc, qui vont fabriquer par eux-mêmes un certain nombre d'éléments qui leur permet de limiter cette fameuse entropie dont on a parlé, c'est-à-dire l'économie circulaire, cette capacité de limiter au maximum la dissipation d'énergie au niveau de cet écosystème.
Eh ben, merci pour ces exemples. On va pouvoir évidemment les faire parler au-delà même de ce qu'ils représentent, mais je vous laisse la parole, Sandrine, pour nous parler de ce qui se passe à nouveau en mode tout à fait impressionniste à l'Université de Lille. Alors à l'Université de Lille, on essaye de faire en sorte que ce soit un lieu où on expérimente des choses et où les étudiants, quand ils ressortent de leurs années d'études, repartent avec certains diplômes, mais aussi cette idée qu'il s'est passé quelque chose durant leur lieu d'études et durant leur vie étudiante. Et donc, c'est pour ça qu'on innove un peu, j'allais dire, à tout va, pour essayer de lancer énormément de choses et qu'à la fin, ça fasse un peu comme ces graines, vous savez, qu'on lance pour faire revenir les insectes qui butinent, et bien que ça fasse un champ et que chacun y trouve au moins une expérience durant son parcours à l'université. Alors, c'est comme ça, par exemple, qu'on a créé un réseau d'épiceries solidaires, que ces épiceries solidaires sont alimentées par des réseaux courts, qu'on a transformé une partie des espaces verts de l'université en jardins potagers complètement accessibles. On va atteindre à la fin de l'année, au printemps, quand on replantera 2 hectares de jardins qui sont complètement à disposition des étudiants, ce qui signifie qu'ils peuvent manger quasiment gratuitement au moins des légumes et des fruits. Et puis, on a mis en place du prêt de vélo à long terme, une maison du vélo. On travaille aussi on a un bâtiment maintenant qui est à énergie positive. Alors nous, on n'a pas aussi bien réussi à travailler avec le quartier, mais parce qu'on en parlera, c'est pas complètement simple de travailler avec un quartier quand le quartier n'est pas habitué à ça et quand en plus il y a des problèmes techniques qui font que quand on produit plus d'énergie qu'on en dépense, eh bien, on ne peut pas distribuer cette énergie pour des raisons juridiques, techniques, etc. Donc, en fait, ça, on n'a pas encore réussi complètement ces choses-là. Mais par contre, quand on ne réussit pas sur le plan des flux énergétiques, eh bien, on essaye de mettre en place, et c'est ce sur quoi on travaille actuellement, des tiers-lieux, qui sont des lieux qui accueillent à la fois les habitants et les étudiants et les personnels pour faire en sorte qu'il y ait quand même des moments de partage, s'ils ne sont pas énergétiques, qu'au moins ils soient humains. On est la seule université, à ma connaissance, en France à avoir mis en place l'indemnité kilométrique vélo. Et puis, on est aussi la seule université, je pense, à avoir lancé quelque chose qui est un programme qui me tient énormément à cœur, qui est la compensation carbone de tous les déplacements. Parce que vous savez que des chercheurs et des chercheuses, ça bouge. Évidemment, ça va dans des colloques à l'international, ça se déplace. Et on a mis en place sur chaque billet d'avion qui est pris, que ce soit par le personnel ou par les étudiants dans le cadre de leur déplacement Erasmus ou à l'étranger, un système de compensation carbone où on calcule la quantité de carbone et on la compense financièrement. Et cette compensation nous permet de planter des arbres. Alors, ça a été fait à ex-Université de Lille 1, puisqu'on a fusionné au 1er janvier pour devenir Lille 1, Lille 2, Lille 3, ont fusionné pour devenir l'Université de Lille. Et donc à l'Université de Lille 1, rien que sur l'Université de Lille 1, ça nous a permis de replanter 6000 arbres, ce qui est quand même assez conséquent. Et donc là, on essaye de le mettre en place à l'échelle de l'Université de Lille, parce que la question qui nous est posée, c'est est-ce que finalement, il est quand même bien que les chercheurs et chercheuses continuent à se déplacer? Moi, je pense quand même que oui. Et par conséquent, comment on fait en sorte que ces déplacements ne nuisent pas à la planète. Et donc, voilà, on essaye par tous les moyens, en quelque sorte, de faire en sorte que les étudiants et les étudiantes, les personnels et les personnels, quand ils arrivent sur l'Université de Lille, se disent qu'il se passe quelque chose en matière de transition et qu'ils repartent avec l'idée qu'on peut imaginer des solutions. Merci beaucoup. Que quelque chose est possible concrètement, quoi. Voilà. Alors, on va revenir à la fois sur le sens et puis sur les difficultés que vous avez pu rencontrer. Mais avant, Jean, peut-être, vous pouvez juste nous présenter deux autres institutions, parce qu'on a voulu évidemment donner la parole également à des institutions privées, avec un but lucratif, donc à des entreprises. Et on est allé chercher une petite entreprise, et puis vous allez voir une entreprise un peu plus grande, que Jean, vous avez interviewé. Donc peut-être vous pouvez nous les présenter. Alors c'est deux entreprises qui interviennent sur le territoire des Hauts-de-France. Alors je vais commencer par la plus petite parce qu'elle est peut-être moins connue. Le groupe s'appelle la Française de l'énergie et ils vont chercher le gaz de mine au fond des anciennes mines du bassin minier parce qu'en fait ce gaz s'échappe de toute façon et vous savez que ce gaz c'est du méthane et il a un pouvoir effet de serre 10 fois plus grand ou je ne sais plus combien de fois plus grand que le CO2.
il s'échappe par des évents depuis que le bassin minier est fermé. Donc l'idée de récupérer ce gaz et d'en faire quelque chose, c'est un gaz de récupération et après on en fait l'électricité, ça devient l'électricité verte. C'est un projet extrêmement génial. Voilà, donc on a rencontré cette entreprise qui est membre du pôle d'ailleurs, c'était pas trop difficile, c'est vrai. Et puis alors ça c'est une petite entreprise, et puis une plus grande, c'est le groupe Engie. Mais c'est vrai que le groupe Engie essaye d'affronter toutes ces transitions et de s'y adapter. Et c'était intéressant de voir comment un gros paquebot essaye de s'adapter à toutes ces transitions, essaye de modifier son comportement et sa manière d'être. Et puis aussi comment une petite entreprise avec son agilité propre s'allie avec les grands et avance. Voilà, on voulait avoir un peu cet éclairage de ces deux entreprises avant d'entrer peut-être dans le plus vif du débat. Voilà. Et puis ça nous permettra, à travers leur témoignage, de commencer à affronter clairement la question du sens et des difficultés rencontrées. Et on les regarde, c'est un film. Engie, c'est un groupe que vous connaissez sans doute, présent dans 70 pays, composé de 150 000 collaborateurs, actifs sur 3 grands secteurs, tout ce qui est les grandes infrastructures, notamment du gaz, les énergies renouvelables et les services. Nous avons 3 types de clientèle, les industries, les collectivités locales et les particuliers. Française de l'énergie a été créée il y a une quinzaine d'années. Le chiffre d'affaires est de 7 millions d'euros, en pleine croissance, et se développe sur les 2 métiers, captage de gaz et sa valorisation sous forme d'électricité, chaleur et gaz. Notre activité est de capter le gaz présent dans les anciennes galeries minières avant son rejet à l'atmosphère. On économise de ce fait des centaines de milliers de tonnes d'émissions de CO2 qui nous permettent de valoriser la ressource gazière sous forme d'électricité, chaleur et de gaz. La conscience et la nécessité pour les consommateurs de maîtriser la consommation de leur énergie. Et puis depuis plusieurs années maintenant, la nécessité pour les consommateurs d'être des consomme-acteurs, c'est-à-dire de maîtriser aussi la façon dont l'énergie est produite, et notamment avec des énergies décarbonées. C'est ce qu'on appelle chez nous les 3D, décentralisation, décarbonation et digitalisation, parce que sans le numérique, le digital, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc quand j'ai pris la direction de la Française de l'énergie, c'était une émanation des charbonnages de France, avec une culture minière forte et une culture pyramidale très importante. Ce qu'on a essayé d'inculquer dans le groupe, c'est d'avoir un esprit d'initiative assez important et de la prise de conscience à tous les niveaux de ces enjeux environnementaux non négligeables. Alors effectivement, le captage du gaz de mine dans les anciennes galeries minières, c'est la continuité de l'histoire, d'une certaine manière, puisqu'on transforme une énergie négative en énergie positive, une énergie qui était l'ennemi des mineurs en énergie qui est une énergie très importante pour cet effort collectif de réduction de l'empreinte carbone. Je pense que ce qui a changé par rapport aux années 90 notamment, c'est qu'on prend enfin conscience de l'importance de capter ce gaz plutôt que de le laisser partir à l'atmosphère. On prend également conscience du volume d'émissions de CO2 qui continue de sortir de notre bassin. Qui dit transformation, dit changement, parfois bouleversement, et peut provoquer un certain nombre de réserves, c'est normal. C'est pour ça que la forme de management est importante. C'est pour ça que la capacité à laisser l'initiative aux collaborateurs, la capacité de laisser le droit à l'échec. Nous avons par exemple dans nos process les trophées de l'innovation, hein, c'est un rituel qui existe depuis 30 ans maintenant, et depuis 4 ans maintenant, nous récompensons, alors on ne sait pas le dire en français, c'est déjà un signe, ce qu'on appelle la Best Failed ID, c'est-à-dire le projet qui n'a pas abouti, mais dont on est capable de tirer des leçons de cet échec. L'utilisation des outils digitaux, hein, qui permettent de faire se dialoguer
les collaborateurs qui soient à Shanghai ou à Santiago via des réseaux sociaux internes et d'autres applications, tout ce type d'action fait que le changement peut devenir une valeur positive et doit devenir une valeur positive. Ce qui est assez intéressant dans la dynamique locale, c'est que notre activité qui était un peu perçue comme un héritage négatif des charbonnages de France, du fait de cette dynamique inculquée avec une nouvelle ADN concentrée sur les circuits courts, sur la production locale, nous a permis d'avoir une nouvelle dynamique avec les acteurs politiques également et les acteurs des territoires et les élus des territoires. On a notamment mis en place un partenariat fort avec le fonds d'investissement régional de la 3e révolution industrielle, Cap3RI, qui est devenu notre partenaire principal de notre filiale Gazonor dans les Hauts-de-France, pour en fait accélérer notre processus de captage du gaz sur le bassin, avec comme objectif d'éliminer l'ensemble des rejets de gaz à l'atmosphère liés aux mines sur le bassin d'ici à 2023. Nous, notre motto, c'est production locale, utilisation locale, pour limiter au maximum l'empreinte carbone de l'énergie que nous fournissons et que nous utilisons. Nous avons réussi à lancer des partenariats avec des gros acteurs. Je prends l'exemple d'une évolution importante, ça a été l'évolution sur la commune de Béthune. Historiquement, la commune de Béthune fournissait son réseau de chaleur avec un certain type d'énergie. Et les 2 critères principaux pour cet appel d'offres étaient la réduction de l'empreinte carbone et la réduction de la facture énergétique. Notre activité, avec une logique de circuit court, une logique d'approvisionnement local d'une énergie fatale, nous a permis, avec le soutien de Dalca, d'arriver à pouvoir fournir une offre compétitive à la commune de Béthune pour leur fournir du gaz, de l'électricité verte et de la chaleur sur 22 ans. Je crois particulièrement dans le secteur de l'énergie, je crois beaucoup à cette notion de circuit court. Pour moi, ça marche dans beaucoup de secteurs, je pense à l'agriculture notamment, et dans l'énergie, à mettre en place des unités de production décentralisées au plus proche des consommateurs, voire donner la responsabilité aux consommateurs de produire une partie de l'énergie consommée, est pour moi la solution d'avenir évidente. La transformation d'Engie ne peut se faire qu'avec différentes composantes. Évidemment, une vision portée par Isabelle Cocher, des moyens mis à disposition pour investir dans les entreprises du futur, pour faire de la recherche, de l'innovation, et surtout une autre façon de travailler. Donc, nous avons mis en place une organisation beaucoup plus décentralisée, plus proche des territoires depuis 2 ans. Et puis, ça passe également par d'autres formes de management pour donner plus d'initiatives aux collaborateurs, pour travailler plus en groupe projet. Et c'est, je dirais, l'ensemble de ces composantes qui font que le groupe avance et que le plan de transformation qui a été annoncé il y a 3 ans, eh bien, a été réussi et passe maintenant à une nouvelle phase. Alors, quand vous développez un projet aussi ambitieux que le nôtre sur un bassin aussi important que les bassins des Hauts-de-France, la difficulté, évidemment, c'est d'arriver à rassembler un certain nombre de partenaires financiers et bancaires pour vous accompagner dans votre développement. Projet étant innovant, c'est toujours une difficulté supplémentaire pour arriver à convaincre les acteurs de vous accompagner. La manière dont on a fonctionné, c'est d'arriver à assembler un nombre d'investisseurs familiaux français qui connaissent le secteur de l'énergie et qui comprennent la dynamique du marché et qui ont permis de nous donner la crédibilité nécessaire pour ensuite aller voir les investisseurs institutionnels et qui sont arrivés beaucoup plus tard et qui ont permis de nous donner des moyens bien plus importants. Le changement, l'agilité doivent passer aussi par le partenariat. Alors le partenariat entre l'entreprise, le monde académique, les collectivités locales, d'autres groupes, mais aussi et beaucoup avec les PME et les startups. Voilà. Et ce dialogue, il doit se faire autour de projets. Donc chez Engie, ce que nous avons décidé de faire, c'est de lancer des appels à projets. C'est-à-dire qu'autour d'un besoin extrêmement concret d'une de nos entités opérationnelles, nous cherchons la collaboration avec des startups.
Et c'est comme ça que naît le dialogue, c'est en travaillant ensemble. Nous apportons à la start-up un accès au marché, parce que nous devenons clients de la start-up, ou nous allons ensemble vers nos clients, et puis ils nous apportent leur créativité, leur agilité, une autre façon de voir les choses qui va plus vite. C'est ce croisement, cette collaboration qui est bénéfique aux deux parties. À titre d'exemple, en termes d'innovation, eh bien, depuis plusieurs années maintenant, tout collaborateur ENGIE qui souhaite proposer une nouvelle activité, un nouveau business, peut le faire. Et si ce projet est sélectionné, eh bien, il va être incubé dans des incubateurs externes à ENGIE. Nous avons par exemple incubé des équipes chez Euratechnologies à Lille. Et nous avons comme cela développé 27 projets chez ENGIE depuis 3 ans. Ce qui nous intéresse, c'est l'impact, c'est de mesurer l'impact réel que nous avons sur cet effort collectif, sur l'empreinte carbone de la région. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est plein d'outils de mesure qui nous permettent de nous mesurer par rapport à ces efforts que nous réalisons, pour enfin déterminer à la fin comment chaque année nous sommes capables d'améliorer l'empreinte carbone de notre activité. Qu'est-ce qu'elles font les startups? Elles pensent savoir aller quelque part. Si ça ne fonctionne pas, si le marché ne réagit pas, elles changent, elles pivotent et elles trouvent. Donc le changement, ce n'est pas une ligne droite, c'est des allers-retours, c'est parfois quelques virages, mais je dirais qu'il faut apprendre le fait que le bonheur, entre guillemets, c'est d'arriver au résultat, c'est aussi le chemin pour y arriver. Et quand on regarde ce qui se passe, les entreprises qui ont réussi ont fonctionné comme ça. Alors, la lumière revient brutalement. Vous avez vu que Jean, en plus d'être un conteur, et comme Hitchcock, il apparaît dans les films qu'il réalise. Alors, Sandrine, on en a parlé rapidement, mais vous étiez avec une autre casquette. Vous avez assisté à la naissance de l'entreprise quand vous étiez élu pour la région, c'est ça ? Bah ouais, j'étais déjà là. J'étais élue au conseil régional Nord-Pas-de-Calais à l'époque en charge de la recherche et on avait accompagné le début de ce projet justement sur aller chercher les gaz issus des mines. Et on avait aussi travaillé, et d'ailleurs on est en train de le réaliser à l'Université de Lille, sur la question de la géothermie qui est aussi assez peu reconnue comme étant une source d'énergie renouvelable. Mais donc l'idée était aussi d'aller chercher l'énergie qu'il y avait en dessous, dans le sous-sol. Et là, on est en train de travailler avec des chercheurs à l'Université de Lille pour essayer de faire un site expérimental de géothermie pour chauffer nos bâtiments. Ouais. Alors, on a vu à travers vos témoignages à tous les deux, puis à ce qu'on a entendu, l'importance d'abord finalement des connexions entre les différentes initiatives, mais aussi, on l'a entendu en toile de fond, l'importance du projet, du sens, de la vision. Et donc peut-être, je vous propose de reprendre la parole pour témoigner un peu de cette question très large du sens. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une institution est porteuse de sens ? Comment on le manifeste, puis comment on fait adhérer les parties prenantes, à commencer par les collaborateurs, les salariés. Et donc, voilà, est-ce que vous voulez bien nous parler de ça pour l'Université catholique de Lille ? Oui, mais pour peut-être creuser un peu cette question, je vais, comme vous avez montré l'exemple, en partant vraiment de très loin et de très haut, je vais peut-être partir aussi de ce qui fonde un peu cette réflexion, un peu cette forme de petite école de pensée qui est très modeste, hein, c'est pas Palo Alto, mais qui commence à naître dans cet environnement. Je pense que, enfin, on est un certain nombre d'auteurs et d'essayistes, de philosophes à montrer qu'en fait la transition que nous sommes en train de vivre, c'est ce que j'appelle d'ailleurs dans Au crépuscule des lieux avec le psychanalyste Jacques Arène, la déconstruction des lieux. En fait, il faut bien apercevoir que la crise du sens généralisée, qui peut conduire d'ailleurs à des formes de désespérance qui montent. On voit bien en ce moment monter, par exemple, les théories de l'effondrement général. On voit monter en Californie les survivalistes qui se préparent, avec des armes lourdes à résister aux invasions barbares. Enfin, on voit arriver, alors c'est très minoritaire, mais
En même temps, on voit bien que ce que Vergely, le philosophe, appelle la destruction du réel, nous on l'appelle la déconstruction des lieux. Donc nous vivons une déconstruction des lieux. Mais en même temps, Jacques Arène avait une fois cette phrase très intéressante, il m'avait dit, tu sais, quand le pire est une évidence, souvent le meilleur se prépare. La question, c'est la temporalité, bien sûr, de ça. Et donc, cette déconstruction des lieux qui crée une crise de sens, plus en Occident d'ailleurs, mais ça commence à pointer sa tête en Chine, c'est au fond que deviennent les lieux en tant que proximité signifiante. C'est-à-dire qu'est-ce qui est signifiant dans un lieu. D'ailleurs, on s'est posé la question, nous, qu'est-ce qui aujourd'hui et demain légitime le lieu universitaire? J'y reviendrai tout à l'heure, ça a d'ailleurs été indirectement évoqué par Sandrine. La déconstruction des lieux, elle se passe dans tous les domaines, puisque nous sommes sur une rupture épistémologique, donc ça veut dire les lieux de l'origine, par exemple. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais nous sommes en train de déconstruire, à la différence de Vergely qui parle de destruction, déconstruire n'est pas forcément négatif, hein, mais nous sommes en train de déconstruire les lieux de l'origine, avec la génétique, avec un certain nombre d'éléments. Nous sommes en train de déconstruire les lieux spatio-temporels. On peut se déplacer dans le temps, dans l'espace, dans le monde entier, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble de lieux que nous sommes en train de déconstruire. Or, le lieu, c'est ce qui fonde le sens. C'est la proximité signifiante qui me permet de donner un sens à ma vie. Et donc ces lieux sont en train de se déconstruire et sont en train de se morceler. Et donc ça produit, le lieu de l'entreprise aussi, est aussi, bon. Et ça produit une crise du sens, et donc en même temps, une quête de reconstruction de lieux, Sandrine parlait de tiers-lieux, qui sont des espaces où on va pouvoir redonner au fond du sens à sa vie. Et ce qui est très très bien montré par, je pourrais citer un certain nombre de philosophes ou même de psychanalystes, c'est que l'une des déconstructions majeures actuellement en cours, c'est la déconstruction de l'altérité. En fait, il y a deux déconstructions majeures. Pour moi, la déconstruction de la vérité. On le voit bien avec les fake news, avec les réseaux sociaux, l'anonymat, etc. L'émergence de cette post-vérité, au fond, quand on dit ceci est démontré scientifiquement, moi je vois bien avec les jeunes, c'est un des éléments qu'on met au dossier. C'est un des éléments à porter au dossier. Mais c'est pas, voilà, moi quand j'étais jeune, c'est démontré scientifiquement, je me mettais à genoux, c'est démontré scientifiquement. Donc on voit qu'il y a cette forme de relativisme qui se développe, qui est d'ailleurs dramatiquement confondue avec le pluralisme. Par exemple, dans les discours scientifiques, vous pouvez avoir une pluralité théorique, une pluralité de points de vue, mais ça ne veut pas dire un relativisme, c'est-à-dire que tous les points de vue. Et donc on voit bien qu'il y a la déconstruction de la vérité, qui conduit d'ailleurs à la déconstruction du langage, qui est un véritable drame d'ailleurs, qui est un drame écologique. Alors quand je dis ça, on dit mais la déconstruction du langage serait un drame écologique. Ben oui, parce que l'écologie, pour s'exercer, elle va avoir besoin de la nuance, elle va avoir besoin de la modération, elle va avoir besoin de ce je ne sais quoi de sensible, etc. Donc déconstruction de la vérité. Et puis donc aussi des constructions technoscientifiques. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir une jeunesse qui pense que tout va être possible, et avec une espèce de hantise, comment on va réduire le possible au souhaitable, et qui va le définir, et comment on va faire, voilà. Donc vous avez tout cet enjeu du lieu. Donc le lieu, c'est vraiment très fondateur de l'âme humaine. Vous faisiez les références de la Bible, hein, la première ville créée suite au drame entre Abel, le nomade, et Caïn, et au fond, c'est le fils Enoch, hein, qui veut dire au commencement, enfin à l'initiative, qui va créer la première ville, qui va donc se constituer dans la mythologie judaïque sur une rupture avec Dieu. Il faut avoir conscience que la ville se construit sur une rupture avec Dieu. Et après, il y a la réconciliation qui s'organise. Donc voilà, il y a déconstruction des lieux. Et donc, la question, c'est de repérer où sont en train de se reconstruire les lieux. Et la deuxième déconstruction fondamentale pour moi, c'est la déconstruction de l'altérité. C'est-à-dire cette idée complètement saugrenue qu'on pourrait confondre relation et connexion. Moi, j'ai quelqu'un récemment, un étudiant qui m'a dit « c'est pas grave, Mélenchon, il est en avatar, mais demain, on pourra y compris diffuser son odeur quand il a de la sueur. » Donc, l'idée qu'on pourrait au fond simuler l'être humain, le réduire à des éléments composites d'une relation d'essence, et qu'on reconstruirait par la connexion l'altérité. Mais l'altérité et la relation, enfin, je veux bien, si Sandrine était là, on se connaît depuis longtemps à côté de moi, et si c'était son avatar, ça n'aurait rien à voir. Je veux dire, on voit bien que la relation dépasse complètement la question de la connexion et du fait d'avoir l'œil, l'oreille, etc. Or, aujourd'hui, on voit bien quelle est la quête de sens, notamment de la jeunesse, que les jeunes, ça ne veut rien dire. Comme je dis souvent, il y a autant de jeunes cons que de vieux cons, mais en même temps, la jeunesse, d'une façon générale, cherche à reconstruire à la fois dans un monde connecté, c'est-à-dire dans cette sensibilité aux enjeux globaux, dans cette part d'universel qu'ils portent dans leur action quotidienne, ils cherchent à reconstruire des espaces, des lieux
qui cumulent le sens, la proximité physique, l'action et le fait que ce qu'ils mettent en œuvre dans l'expérience donne un sens, y compris aux enjeux globaux. C'est-à-dire créer cette espèce de médiation entre l'enjeu global et l'enjeu local. C'est Coluche qui disait « La misère humaine n'est plus à taille humaine. Ils viennent mourir de faim dans mon assiette, ça me coupe l'appétit, c'est dégueulasse. » Quand on connaît l'investissement de Coluche sur les Restos du Cœur, on a tous compris qu'est-ce qui était derrière, c'était de l'humour. Mais en même temps, on voit que cette transition, quand le slogan « Il nous parle de la fin du monde, on parle de la fin du mois », elle traduit aussi ça. C'est-à-dire comment on fait cette espèce de... Qui va assurer la médiation entre des enjeux globaux qui nous dépassent. Moi, j'ai un jeune qui dit, moi, j'y comprends plus rien. On nous a dit que l'hybride, c'était vachement bien. Maintenant, on nous dit que ça détruit la planète. Et donc, cette médiation, comment on la construit? Alors là, il y a une réponse à ça. Comme je disais à Sandrine, je travaille de plus en plus avec Bernard Stiegler. C'est cette idée, au fond, regardons le modèle qui a été retenu par le vivant. Parce que le vivant, il a quand même réussi un véritable miracle. Pendant 2 milliards d'années, il n'a quasiment jamais dépassé la capacité fondamentale de l'énergie de la planète, c'est-à-dire, s'il y a des physiciens parmi vous, la machine de Carnot, entre la source chaude qu'est le Soleil et la source froide qu'est la nuit noire. Pendant 2 milliards d'années, on n'a quasiment jamais dépassé. Et puis, il y a une espèce qui est arrivée, un animal un peu particulier, qu'on appelle l'humain, et cet animal-là, en moins de 2 siècles, il a pété un câble, c'est-à-dire qu'il a complètement explosé. Quand vous regardez la courbe en tonnes équivalent pétrole des ressources énergétiques primaires, c'est une exponentielle depuis 1850. Et l'exponentielle n'a pas fini. Si on la prolonge, alors je vous dis pas. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène, ce que les géologues appellent l'anthropocène. Et ça, ce qui est quand même paradoxal, c'est que l'animal qui a produit ça, c'est le seul qui pouvait en avoir conscience. C'est quand même aussi intéressant d'un point de vue philosophique. Et donc on voit bien la question, c'est comment on sort de l'anthropocène en créant des lieux. Or, qu'est-ce qu'a fait le vivant ? Regardons là, il y a un formidable livre de Rodier, de François Rodier, qui s'appelle Thermodynamique de l'évolution, qui montre que la structure qui est retenue par le vivant, c'est que depuis la bactérie qui est née il y a 2 milliards d'années, jusqu'au multicellulaire, jusqu'aux êtres complexes, etc., le plus petit élément a cherché à optimiser son entropie, c'est-à-dire à optimiser sa dissipation d'énergie, puisque les théories de l'entropie montrent que tout est entropique, la matière, les sociétés humaines, etc. C'est-à-dire qu'il y a une force d'altération, il y a une force de désorganisation, et qu'en fait, le vivant s'est constitué en compensant cette entropie par ce qu'on appelle la négantropie, c'est-à-dire par une force d'organisation qui est très liée à l'information. Et donc on voit bien que ce qui est en cours, c'est la construction d'un modèle finalement assez similaire, qui est chaque entité optimise l'équilibre entropie-négantropie, et ce qui permet de faire ça, c'est l'information. Donc d'où le fait, ce que dit Stiegler, c'est qu'il faut que ces communautés soient, il dit, épistémiques, c'est-à-dire qu'elles fabriquent la connaissance et les savoir-faire dont elle a besoin au niveau local pour optimiser cet équilibre-là. Ça, c'est un bouleversement fondamental. Et pour terminer, parce que je pensais qu'on devait réagir sur les vidéos, parce que j'avais quand même un peu préparé. Mais alors, si vous-même vous rompez avec le protocole que vous me donnez, moi je suis perdu. Et donc, sur les témoignages, ce qui est très intéressant dans les témoignages, c'est qu'on voit à la fois, vous savez, moi, ce qui m'insupporte le plus en ce moment, c'est ce que j'appelle les castrateurs de l'espérance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent leur temps à castrer l'espérance. C'est-à-dire qu'ils vous disent, oh ben une entreprise, ça ne peut pas être sincère par définition. Ça, c'est les anciens modèles. Donc une entreprise, elle fait du greenwashing, ou elle fait... Si vous étiez à Bordeaux à la réunion APM de 4600 chefs d'entreprise, alors vous verriez qu'il y en a qui font mumuse avec ça, c'est-à-dire ils font une petite couche de verre. Ça. Mais dans la société nouvelle, la société en réseau, alors évidemment il y a la partie négative, c'est les fake news que vous voulez, mais il y a une partie positive, c'est que vous maintenez pas pendant très longtemps l'usurpation. Elle finit toujours par sortir. Et donc il faut qu'on sorte de ce modèle-là. L'entreprise peut aussi réinventer ses modèles, je dirais, avec sincérité, soit parce qu'elle sent bien que le marché bouge, etc. Donc tout ça, c'est assez intéressant de voir qu'on est en train de sortir du greenwashing, c'est-à-dire que l'entreprise, de plus en plus, devient un acteur engagé pour des tas de raisons, je m'en fous, soit parce que le patron est particulièrement sensible, soit parce qu'il tient compte aussi de l'évolution du marché. La vraie question qui me paraît fondamentale, qui est très bien d'ailleurs posée par Cochet dans un article récent, c'est est-ce que lorsqu'on va s'attaquer au dur, c'est-à-dire à la falaise, c'est-à-dire au modèle économique, parce qu'il ne faut pas se leurrer, à un moment on va s'attaquer au modèle économique, pour une raison simple, c'est que la sortie de l'efficacité productive comme facteur, comme avantage comparatif, nous amène vers une société où l'intensité créative et relationnelle devient, ça c'est Edmund Felsch, le prix Nobel d'économie, devient le cœur. Sauf que l'économie créative et l'économie de l'innovation, elle n'a pas du tout
les mêmes modèles, notamment en termes de protection, de partage, etc. L'économie de la créativité, c'est une économie fluide, mondialisée. C'est très difficile d'innover un endroit et de garder ça pour vous, pas possible. Et donc l'avantage comparatif ne peut plus s'exprimer de la même façon, c'est ça qu'il y a une espèce d'accélération de la créativité. Et comme je dis souvent d'ailleurs, si l'innovation est un objet en soi, ça a un avantage, c'est que ça va accélérer le processus de richesse, on ira beaucoup plus vite dans le mur, on souffrira beaucoup moins. Il y aura un effondrement, et bon, ce sera beaucoup plus rapide. Hein. Et donc on voit bien comment, aujourd'hui, à un moment, on va s'attaquer à la question des modèles économiques. Et si on ne trouve pas, et c'est au cœur de l'actualité, une articulation dans le temps de cette réinvention des modèles économiques sans produire des effondrements sociaux et sans produire des drames sociaux, alors voilà, c'est là-dessus qu'on doit se concentrer, sur cette question de l'innovation et de la production de richesse. Pour ça, il faut créer des lieux, des tiers-lieux, les plus anthropiques et anthropiques possibles, qui réinventent un modèle qui se rapproche finalement de celui du vivant, c'est-à-dire chaque élément à son niveau se met en réseau avec les autres, crée du multicellulaire, crée des êtres complexes, etc., etc. Je vous remercie, j'allais vous interrompre parce que moi je ne suis pas castrateur d'espérance, mais je suis le gardien du temps aujourd'hui et j'aimerais bien qu'en miroir on entende cette dimension un peu de vision portée avec l'institution de l'Université de Lille. Je ne vais pas aller aussi haut que Pierre, bien qu'en tant qu'économiste de l'environnement, il y a beaucoup de choses dont tu parles et qui me parlent beaucoup aussi. Mais moi, il y a quelque chose qui me frappe énormément dans les universités, et dans la mienne en tous les cas, c'est qu'il y a eu quand même une transformation du rapport à l'université. C'est-à-dire que les personnes qui viennent à l'université aujourd'hui, ils sont, pour certains et certaines, même sans trop savoir pourquoi ils y sont. Et puis, il y en a qui y sont, par contre, en sachant très bien pourquoi ils y sont, mais dans un rapport qui reste un rapport de diplôme, d'insertion, avec une espèce de peur au ventre, de ne pas être pris après dans le travail. Et du coup, si vous voulez... moi, je crois très fort que pendant très longtemps, l'université a été un lieu justement où on pouvait se lâcher, on pouvait imaginer des choses, où on était détendu. Et finalement, c'était un moment très important de la vie, puisque et d'ailleurs, on se souvient un peu tous de nos années étudiantes comme étant des années un peu particulières, un peu hors du temps, c'est-à-dire, et aussi hors d'une forme de contrainte qui s'impose beaucoup plus après, évidemment, à l'âge adulte, dans le cadre du travail, avec la famille, etc., et aussi avant, dans l'enfance. Et moi, ce que je souhaiterais qu'on retrouve à l'Université de Lille, c'est justement cette forme d'insouciance, parce que je crois qu'il n'y a pas de changement sans une forme d'insouciance. Et il faut retrouver cette espèce de légèreté dans les études. Et c'est pour ça qu'on lie très fortement la question sociale à la question environnementale, parce que il faut, à mon sens, arrêter d'être dans une espèce de conflit intérieur permanent entre je fais ça ou ça, je suis stressée par mes fins de mois, je suis stressée par ma nourriture, je suis stressée même par mes protections hygiéniques, puisque ça a été un des sujets récents, et où j'invente, quoi. Et donc on essaye vraiment de lier les deux pour que justement ce moment des études soit un moment où on retrouve le plaisir d'étudier, on retrouve le plaisir de discuter, d'échanger, d'être avec des chercheurs, d'être dans un lieu d'intelligence, d'intellectuel, hein, voilà, parce que tous ces mots-là, finalement, on ne les retrouve plus si fortement. Donc c'est ça le sens de l'action que l'on mène à l'université et que je pilote dans l'équipe de direction, c'est de se dire comment faire en sorte que les étudiants à la fois aient du plaisir à, par exemple, s'échanger des ordinateurs, parce qu'on a fait une banque d'échange et de réparation des ordinateurs. Il y en a qui sont des bidouilleurs qui savent exactement comment réparer un ordinateur, et c'est quand même ballot que celui qui est à côté, qui n'a pas l'argent pour s'acheter un ordinateur, puisse pas bénéficier de ce savoir-faire. Donc voilà, on essaye vraiment de créer comme ça une espèce de ferveur et d'effervescence des idées. Et je crois que c'est là vraiment l'essence de l'université et sa mission première. Et après, ça n'est pas complètement simple, hein. Enfin, quand voilà, on est aussi dans une structure qui a ses rigidités, et puis on ne lève pas des angoisses d'étudiants aussi facilement que ça. Enfin, surtout quand il faut travailler 15 heures semaine pour s'assurer sa fin de mois. Mais en tous les cas, moi je suis quand même très surprise du fait que ce soit sur les jardins partagés, sur le prêt de vélo à long terme, sur la maison du vélo, sur les tiers-lieux, sur les moments où on fait des festivals et des semaines de l'environnement, sur les semaines de la solidarité, sur
tout ça génère à chaque fois énormément de demandes. C'est-à-dire qu'on est presque débordé par les demandes. Et donc je me dis que c'est là qu'est l'espoir. C'est-à-dire que si on arrive à faire en sorte que ces étudiants sortent de l'université et soient embarqués dans une forme de conformisme, parce qu'on sait tous qu'on est embarqués à des moments dans une forme de conformisme, gardent en eux une graine pour se dire qu'il y a une autre vie possible et un autre mode de vie possible. C'est vraiment l'espoir que je nourris en tous les cas. Merci beaucoup. Du coup, j'enchaîne en vous laissant la parole, si vous voulez, juste pour dire, quand on porte ces sens que vous nous partagez, quel type de difficultés vous croisez sur votre route? Alors, vous avez commencé à dire un peu de rigidité du système, enfin, mais est-ce qu'il y a des choses à nouveau un peu concrètes que vous pouvez nous partager sur les obstacles que vous avez dû affronter ou que vous affrontez pour faire avancer à la fois ces actions concrètes qu'on évoquait, mais aussi l'incarnation du sens que vous avez partagé? Ouais, mais si je réponds à ça, je ne vais pas être très politiquement correcte, mais enfin bon, allons-y. Alors, au contraire, allons-y. Voilà, je compte sur vous, sur votre confidentialité, tout ça. Total. Il y a vraiment un truc très très pesant, qui est le truc du sous-chef, sous-sous-chef, sur-chef et sur-sur-chef. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quand même un truc où on convainc 1, 2, 3 niveaux, puis il y a le 4e niveau qui bloque, on ne sait pas trop pourquoi, on n'a pas trop compris pourquoi, puis en plus, on ne sait pas trop ce qui génère. Et puis alors là, quand on dit pourquoi vous avez bloqué, on se tape une note juridique de 15 pages où on nous explique que rien n'est absolument possible parce que selon la jurisprudence de 1972, c'est vraiment interdit de distribuer par exemple des fruits et légumes gratuitement sur une université. Moi j'ai eu ça. Dans l'université, j'ai quand même eu à un moment donné, bon ça je compte vraiment sur votre confidentialité, mais j'ai quand même eu les services juridiques qui ont débarqué pour arrêter la plantation de plants de tomates au motif que c'était dangereux pour les étudiants. Donc je veux dire, on est quand même dans des moments où on se demande vraiment, justement la question du sens se pose, c'est-à-dire mais qu'est-ce qui est dangereux, qu'ils ne mangent pas de tomates ou qu'on plante un pied de tomate? Réfléchissons un peu ensemble à ça. Donc il y a ces moments-là qui sont des moments de crispation juridique, qui ne sont pas tout le temps en plus. C'est ça qui est très étrange, c'est qu'il y a des fois où ça passe comme une lettre à la poste, et il y a des fois où ça crispe sur des choses qui sont assez inattendues. Donc voilà, il y a ces moments-là. Et puis après, il y a aussi une forme de regard extérieur. Moi, je me souviens du moment où on a fait visiter pour la première fois le bâtiment de l'IUTC de Roubaix, qui est un bâtiment exceptionnel sur le plan environnemental à énergie positive, qui a trois certifications BPOS, Passive House, HQE, qui est un bâtiment sur lequel on a lié recherche, formation, qui est vraiment très innovant, donc un bâtiment très intéressant. Et puis on fait venir les journalistes pour venir, et il y a un journaliste dont je ne citerai pas le média qui fait le titre de son article sur « La lumière ne s'allume pas dans l'amphi B ». Et on se dit, mais voilà, il y a des moments comme ça où on se dit, mais on lui a présenté la chose pendant 1h30, on a fait la visite des sous-sols au plafond avec les jardins en haut, les panneaux solaires, et puis dans les caves, le réseau de chaleur. Et à la fin, il y a en effet la lumière de l'amphibé qui ne fonctionnait pas, c'était très vrai. Mais voilà, et donc c'est ça un peu, je pense qu'il faut nous-mêmes, quand on porte ces politiques-là, avoir une espèce d'énergie constante et ne jamais se fâcher, ne jamais lâcher et être dans un rapport toujours bienveillant aux autres, parce qu'en fait, à des moments, on a vraiment envie de se mettre en colère. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris dans ces politiques-là, c'est que non seulement ça ne sert à rien, mais ça bloque tout. Donc voilà, la bienveillance et la bienveillance. Merci beaucoup et merci de la franchise du témoignage. Pierre, est-ce que vous pouvez aussi nous partager des obstacles qu'il faut franchir? Il y a les mêmes que ceux évoqués par Sandrine, mais ce qu'il faut bien voir, et je crois que c'est vraiment la question de la temporalité qui est au cœur de tout cela, parce que il y a une telle rupture du paradigme global que le monde d'avant ou le monde d'hier dans ses représentations, il résiste, mais pas parce qu'on a affaire à des vieux ringards résistants. Il résiste parce qu'il est soumis à des dynamiques à la fois sociales internes et des enjeux qui sont très difficiles à dépasser. Quand vous regardez le problème, par exemple, on est confronté aujourd'hui à des débats très intéressants d'ailleurs, notamment avec Enedis, sur les problèmes de groupes fermés d'usage, etc.
Moi, je ne suis pas un révolutionnaire le couteau entre les dents en disant, parce que Enedis, il a aussi des enjeux, il a des salariés, et il y a le parc nucléaire et ça. Donc, on voit bien que ce débat-là, quand on le regarde d'un point de vue holistique, soit on le regarde d'un point de vue militant, soit on le regarde globalement et dit on a une transition à conduire, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc comment on trouve les lieux, les équilibres, on peut mettre ça en dialogue et voir comment on y va. Parce que, je ne sais pas quoi, moi, si on y va à la fleur au fusil et qu'on se retrouve avec 50 000 personnes ou 100 000 personnes dans les rues ou je ne sais pas quoi, avec voilà, alors les révolutionnaires seront contents de dire on a foutu le bordel, mais globalement, est-ce que collectivement on s'en sortira mieux ou renforcé? Et donc c'est cette question de la temporalité, c'est un vieux débat, révolution ou instrumentalisation, est-ce qu'il va falloir qu'on attende des micro-effondrements sociaux, financiers, écologiques, etc., pour être dans une logique de rupture, de bifurcation poussée par l'effondrement, ou est-ce qu'on va être capable de combiner, et c'est là qu'est tout le cœur du débat politique au sens noble de la politique, est-ce qu'on va être capable de combiner la temporalité des enjeux et comment on va accompagner, réaliser cette transition avec une transformation profonde du modèle socio-économique. Et donc on voit bien que là c'est la question clé, et elle tourne autour d'ailleurs, cette question, majoritairement du lien travail-emploi. Moi, je ne crois pas à la différence de Rifkin. D'ailleurs, c'est Hannah Arendt qui avait dit, dans Conditions de l'homme moderne, nous allons vers la fin de l'asservissement à la nécessité. Je ne crois pas parce qu'en même temps, la nécessité est en train de se réinventer en même temps. C'est un peu la flèche qui court après le lapin. Donc, je ne crois pas à la fin du travail. Par contre, je crois sincèrement, et là, je peux être contesté, discuté, je le suis d'ailleurs, je crois à la fin du lien dominant travail-emploi. Ce n'est pas forcément la fin définitive du salariat, mais on va vers l'alien. Or, aujourd'hui, moi je me suis amusé à le faire, ce n'est pas une enquête anthropologique, mais dans la rue, je croise une personne, âgée ou pas, je dis « Bonjour monsieur, excusez-moi, je fais une petite enquête, je suis à l'université, est-ce que vous travaillez ?» Combien de fois j'ai rencontré des personnes qui me disent « Ah ben non, je suis en retraite. » Et je leur dis « Ah bon, vous ne foutez plus rien ?»« Oh, faut rigoler, j'ai jamais autant travaillé. » Bon, alors après quand je leur demande le travail, c'est pas forcément du travail au noir, c'est je fais ça, je fais ci, je m'occupe d'assos, etc. Donc moi je ne crois pas qu'on va vers une société sans travail, parce que comme dit ma belle-mère, que je considère comme la plus grande économiste du monde, parce que la plus grande économiste du monde finalement c'est ce bon sens-là, c'est qu'elle dit je ne comprends pas comment c'est que dans mon village il y a autant de gens qui ont des besoins, autant de gens qui n'ont rien à faire. Donc la médiation économique, au sens du marché tel qu'on l'a réduit. C'est ce que dit mon ami Jorion dans la préface de mon 4e livre. Il dit tout ce que propose Giorgini, l'inversion de l'éthique et de l'économique, mettre les questions de responsabilité collective au cœur, il dit on n'y arrivera pas tant qu'on continuera à confondre le prix et la valeur. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette espèce de main invisible du marché ne pourra pas conduire cette transformation suffisamment rapidement tant qu'on confondra le prix et la valeur. Or, nous allons être obligés, c'est une très mauvaise nouvelle peut-être pour les startups, nous allons être obligés de définir collectivement la part d'irréductible par la technologie que nous voulons préserver au nom de notre conception de notre humanité. Ça, on peut faire tous les discours qu'on veut, c'est pas retourner à la charrette à cheval et à la bougie. C'est définir ensemble, collectivement, alors à quel niveau, l'État local, quelle part d'irréductible par la technologie. Nous voulons, lisez Jacques Ellul, le bluff technologique, c'est quoi la part d'irréductible par la technologie que nous voulons préserver au nom de la migration qu'on souhaite tous vers ce que vivrait à peine une pleine humanité et non pas une sous-humanité. Et donc là, on va s'attaquer, je dirais, on s'attaque au dur. Et donc, il y a plein de réinventions à faire. Et dans le sens de Sandrine, vous savez, nous, on a une espèce de baseline qui n'est pas complètement publique, mais qui est interne. On dit, c'est quoi notre mission? C'est quoi le lieu universitaire? En quoi il est signifiant? Parce que quand le cabinet américain dit 2025, la fin des universités, d'ailleurs je l'aurais écrit, en demandant si c'était en juin ou en juillet pour qu'on puisse se préparer, on voit bien qu'on est dans le modèle typiquement nord-américain où on confond instruction et éducation. Parce que tant que vous pensez que le rôle d'une université, c'est de transférer les savoirs formels, les savoirs algorithmiques, la connaissance de façon neutre, si je puis dire, je veux dire, le lieu d'université, c'est quoi sa valeur ajoutée? Les chercheurs, ils peuvent être dans les entreprises ou ailleurs. Le transfert de la recherche vers la connaissance, ça peut se faire n'importe où. Pourquoi les étudiants, on les stocke là, par 30 000, alors ils pourraient être chez eux, ils pourraient être répartis. Quand on réduit l'université à cette question de la recherche et du transfert de la recherche par des connaissances excellentes pour arriver à donner aux étudiants ces outils-là, le lieu universitaire, cette unité de temps, de lieu et d'action, n'a plus de justification. Pourquoi, pour moi, il a une justification fondamentale, malgré les MOOC, les SPOOC, tout ce que vous voulez, les avatars, les profs avatarisés, etc.
parce qu'il devient le lieu de l'expérience économique. Mais expérience pris au sens d'experientia, du sens latin, c'est-à-dire je teste, j'essaye, ce que Sandrine disait sur la capacité d'expérimenter, etc. Je teste, j'essaye, et surtout, le vrai sens d'experientia, ça dit acquérir les connaissances à partir de la pratique de la vie. Donc, comment l'université, qui considère les savoirs formels produits localement ou produits mondialement comme une ressource, savoir formel au sens large, crée des lieux économiques, c'est-à-dire crée des lieux d'expérience économique, experientia, un lieu où je peux apprendre de la pratique de la vie, économique au sens oikos nomos, c'est-à-dire en bouleversant ce rapport du marché, ce qui a de la valeur à un prix et ce qui n'a pas de valeur, on casse ça et on par l'oikos nomos, on prend soin de la maison. Voilà. Et donc ça, c'est un déplacement du lieu universitaire au sens large, mais alors qui est fondamental. Alors moi j'ai envie pour terminer cette table ronde, de donner la parole, de vous donner la parole, Jean, sur un peu votre rôle d'observateur au fond et de coordinateur. Alors est-ce que toutes ces questions un peu qu'on a évoquées, à la fois de sens, d'action concrète et puis d'obstacles à dépasser, vous en avez une lecture, une observation particulière au pôle énergie? Alors on voit de tout au pôle énergie, on est en relation avec les grands groupes de l'énergie, avec des PME, avec des startups, avec les collectivités, le monde académique aussi, les financeurs. Et chacun, on peut dire, chacun essaye de tirer son épingle du jeu avec effectivement une vision court terme. Mais on voit bien qu'il y a quand même une angoisse de fond. Alors, elle ne se dit pas tous les jours. Voilà, ça c'est clair. Il y a un jeu un peu à couteau tiré qui ne dit pas son nom, mais qui est quand même bien là. Il ne faut pas être naïf. Et puis, il y a cette question, où est-ce qu'on va? Et on ne sait pas trop. Et voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est, à travers ce qu'on a voulu essayer de faire ce matin, c'est que, on ne cherche pas à travers la transition énergétique, à travers cette question climatique, à dogmatiser trop le débat. Ça me semble vraiment important. Et nous restons libres de notre destin. C'était un peu le but de ce petit voyage tout à l'heure, c'est de se dire, ayons confiance, quoi. Enfin, nos ancêtres ont traversé des choses à leur échelle, peut-être plus graves que nous, hein, peut-être. J'en sais trop rien, mais et en tout cas, soyons restés libres, sachons rester libres. Pour affronter les changements qui adviennent et paisibles. Voilà. Vous avez réalisé un jeu qu'on peut voir en démo là. J'aimerais bien que vous en disiez un petit mot parce que je trouve qu'il amène quelque chose de très très intéressant sur la dimension nécessaire de conviction, mais la relative attention aux convictions des autres également nécessaire. Oui, voilà. Alors vous le trouverez sur le stand de Dunkerque, de la CUD. C'est un jeu où on propose à chacun d'être le ministre de l'énergie et de l'environnement pour la France. Et puis en 11 questions exactement, de faire les choix qui s'imposent. Alors on vous propose 3 choix. Là, effectivement, on vous guide un peu. Mais ces 3 choix sont étayés par l'avis de 3 citoyens. Alors on s'est beaucoup aidé des cahiers de doléances, des cahiers d'acteurs, on appelle ça les cahiers d'acteurs de la PPE, qu'on a lu, traversé cet été, et puis on s'est amusé à faire ce jeu. Donc qu'est-ce que vous apercevez au bout de même pas la première question? C'est que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et puis il faut faire des compromis tout le temps. Et puis c'est surtout pas dogmatique. C'est surtout pas, il y a peut-être de l'idéologie, mais en tout cas pas du dogmatisme. Il ne faut pas se fermer parce qu'on est confronté au réel. Voilà. Et donc le réel, c'est complexe. Et on avance pas à pas et puis on fait ce qu'on peut. Voilà. Et il y a plusieurs options et on ne sait jamais laquelle est la bonne, d'où l'expérience. En tout cas, je vous invite à découvrir ce jeu, moi qui m'a également touché dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à la fois, on est renvoyé à nos convictions et on est obligé de voir très vite qu'on est dans un monde qui nous amène à la complexité. Voilà. Sans pour autant nous imposer de renoncer à nos convictions. Ça, je trouve que c'est intéressant d'être dans
cette contrainte-là. Alors on arrive au terme de cette table ronde. Donc je vais vous redonner la parole un peu avec l'idée un peu de conclusion. On a au fond travaillé trois sujets ensemble, hein, la question d'action concrète, de réalisation précise, l'enjeu du sens que l'on donne à ces actions, et puis la notion d'obstacle. Et du dépassement de ces obstacles. Et donc, voilà, peut-être qu'à partir de ces sujets-là, vous avez envie de nous donner quelques éléments de... Alors, je ne sais pas s'il faut dire conclusion, parce que ce n'est pas un point final à ces enjeux, mais c'est en tout cas, voilà, comment vous, aujourd'hui, avec ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ce que nous avons partagé, vous rebondissez sur ces enjeux d'action, de sens et d'obstacles. Je ne sais pas si Sandrine voulait démarrer. Oui, il y a un truc que j'aimerais vraiment beaucoup lancer à l'université, sur lequel je n'ai pas encore pu me pencher sérieusement, mais que j'aimerais vraiment beaucoup développer dans les prochains mois et années. C'est la question du changement de comportement. Parce qu'en fait, on peut mettre des supports, on peut mettre des dispositifs, mais qu'est-ce qui finalement amène les gens à réellement être en rupture par rapport à des habitudes qu'ils avaient et à changer radicalement de comportement? Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup qu'on expérimente sur l'Université de Lille des choses dont j'ai déjà parlé avec des gens probablement qui sont dans la salle d'ailleurs, des associations qui travaillent sur l'énergie, sur tester un quota de carbone qu'on donnerait aux étudiants et dont on verrait un peu derrière comment ils l'utilisent, c'est-à-dire quels sont les choix qu'ils font et qu'est-ce qu'elles privilégient ou qu'est-ce qu'ils abandonnent dans leur consommation actuelle. Parce que ça nous permettrait de voir aussi ce qui est le plus facile à abandonner dans un mode de consommation qui pollue et ce qui est le plus difficile. Et moi, j'aimerais vraiment qu'en sortant de ces années d'études, ils sachent aussi sur eux-mêmes ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire et qu'ils aient conscience comme ça des marges de manœuvre et du socle de difficultés auquel il va falloir s'affronter une fois qu'on a passé tout ce qui est facile. Parce que je crois que c'est aussi par cette prise de conscience-là qu'on arrivera à réellement bouger les comportements. Donc voilà, moi dans les années à venir, j'aimerais beaucoup lancer énormément d'expérimentations sur la base des comportements, qui ne soient pas juste sur la base du volontariat, vous venez pas, vous participez pas, mais Et maintenant, on est dans un monde où l'énergie est contrainte, où le carbone est contingenté. Eh bien, comment on fait concrètement pour limiter nos émissions? C'est du volontariat au choix, en fait. Dans un cadre contraint, comment on fait pour choisir et pour garder une forme de liberté aussi et du coup d'envie de bouger. Ouais. Merci. Oui, ce que je redirais vraiment, peut-être des mots différents, ce que dit Sandrine, mais peut-être pour apporter un élément sur lequel moi je suis plus focalisé aujourd'hui. Je pense que vraiment, vous savez, il y a un type qui s'appelle Leslie Weiland, qui vient de sortir un livre absolument fabuleux, qui montre que dans la théorie de l'évolution, le vivant, en fait, il y a eu des disruptions dans l'évolution, disruptions génétiques, des mutations, etc. On a cru, Darwin croyait que celles qui ont triomphé étaient basées essentiellement sur une logique de coopération et de compétition. Et en fait, il montre d'une façon assez incroyable que ce qui fait le sens de l'évolution, c'est l'apprenabilité. Ça, le vivant, c'est un immense bricolage. Et en fait, parce que le vivant ne cesse de se reconstruire à partir de ce qui cherche à le détruire. C'est-à-dire que dans le vivant, il y a une force d'altération, une force de conservation, et c'est au cœur de ces deux forces qu'il y a une apprenabilité qui se construit. Et donc, il montre de façon assez remarquable qu'en fait, quand il y a une mutation profonde, ce que tu as appelé tout à l'heure une bifurcation, la bifurcation, soit elle échoue, soit elle réussit et elle influence la transformation de l'ensemble de l'écosystème. Et quand est-ce qu'elle réussit? C'est quand elle est elle-même dans l'apprenabilité, c'est-à-dire qu'elle a cette capacité à apprendre de l'environnement dans lequel elle est, à apprendre à l'environnement dans lequel elle est, et parce qu'elle se situe dans un environnement qui est capable d'apprendre de cette mutation. Et je trouve que ça, alors c'est développé dans tout le livre, je trouve que c'est ce qu'elle appelle les écorhythmes, et je trouve qu'il faut vraiment qu'on s'inspire de ça. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui de sortir du réductionnisme des Lumières pour rentrer vraiment sur des espaces
cultive l'apprenance, c'est-à-dire comment l'expérience, au sens experientia, devient apprenante, c'est-à-dire comment on construit de la connaissance au lieu où on exerce, au fond, le sens qu'on a envie de trouver dans son action. Et donc, il y a dans le vivant. Et quand on dépasse même ça, on voit que dans le biomimétisme, c'est-à-dire, c'est pour ça que moi, je suis absolument contre, je discute beaucoup avec des philosophes comme Adjage, etc., parce que je pense que l'intelligence artificielle, prenons cet exemple-là, c'est une chance absolument, une opportunité absolument phénoménale, puisque c'est la possibilité que des lieux très localisés, qui sont dans l'expérience, mobilisent cette capacité de l'intelligence artificielle, qui du coup doit être un bien commun, sur des plateformes ouvertes, en open source, qui vont fournir au local cette capacité d'initiative, et notamment de créer la fabrication de connaissances dont ils ont besoin pour créer cette entropie, négantropie au niveau local. Par contre, si l'intelligence artificielle devient comme c'est aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que Villani n'est pas allé assez loin dans son rapport, si ça reste un objet de concurrence mondiale et un objet de captation de la valeur par des entreprises mondiales, au nom d'intérêts contre lesquels je n'ai rien, mais au nom d'intérêts globaux, alors l'intelligence artificielle peut devenir incroyablement dangereuse, puisqu'elle va être sur les soucis de domination, les grandes dominations militaires, d'État, qu'on connaît bien, voire des dominations économiques. Donc, on voit que le modèle du retour à la charrette est un modèle complètement idiot et pour moi un peu suicidaire, mais en même temps, comment on crée cette capacité que Stigler appelle épistémique, c'est qu'au niveau local, de réinventer par le bas la technologie. Et vous avez plein d'initiatives, sujet les crapauds fous, start-up de territoire, etc. Parce que le bon sens exercé dans des écosystèmes qui cherchent à limiter au maximum la dissipation de l'énergie, ce bon sens va fabriquer de la technologie en sortant du bluff technologique des LUL, c'est-à-dire où la technique demande plus de technique pour concevoir la technique et encore plus de technique pour limiter les dégâts collatéraux de la technique et ainsi de suite. Il y a une technologie de l'alliance et il y a une technologie de l'épuisement des ressources. Et moi, je crois que les chercheurs aujourd'hui, on le voit un peu partout dans tous les domaines, sont en train vraiment, eux aussi, au nom de ce qu'il est des valeurs, de vraiment attaquer cette question, qu'est-ce qu'une technologie de l'alliance avec la nature, y compris d'ailleurs dans le secteur de la santé, on le voit aussi émerger. Voilà. Donc il y a une vraie mutation, et je voulais vraiment insister là-dessus pour dire, allons regarder comment la biosphère, le vivant, quel modèle il a retenu en 2 milliards d'histoires pour, au fond, relever ce défi que nous, dotés de toute l'intelligence, on n'arrive pas à relever. Vous voulez pas nous parler des dinosaures ? Non, après ce que je dis, c'est qu'il y a trois. C'est pour ça que j'ai bien aimé ta référence au Natoufien, parce qu'on voit bien que du coup, on est au cœur. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de Cochet dans Socialterre, vient de sortir un article très intéressant, puisqu'il dit au fond, on peut aussi en vouloir aux écologistes naïfs qui nous font croire que la réversibilité est possible. Bon, Cochet dit, il faut à la fois limiter l'impact, c'est-à-dire essayer le plus possible de limiter, mais en même temps, il faut dépenser toute notre énergie aussi pour se préparer à des choses qui vont de toute façon se produire de façon inéluctable. Donc on voit bien qu'on a aussi, c'est pas et, c'est pas où, c'est et. C'est-à-dire comment en même temps on se prépare, parce qu'il va y avoir des impacts qui ont commencé, et les problèmes de nutrition, de démographie, de l'eau, etc. Et comment en même temps on agit pour rendre les choses les moins impactantes possibles, voire peut-être un jour plus réversibles. Alors, c'est la théorie des dinosaures, puisque... Alors là aussi, je vais jouer mon joker. J'espère que ça ne sortira pas de cette salle, parce que ça m'a déjà coûté un peu avec le GAFA, mais enfin, c'est pas grave. Je pense que le gigantisme va s'effondrer. Je ne crois pas, moi, à l'effondrement général. D'ailleurs, on voit bien les communautés scientifiques, le comité 21 en train de faire le tour des grands scientifiques, etc. Il n'y a pas finalement beaucoup de monde qui pense que le collapse général qu'on annonce pour 2050 se produira, parce que d'abord, quand on a un modèle qui nous conduit à une telle convergence des courbes, soit on croit qu'il y a Satan ou Dieu qui a prédestiné et qui construit ce truc-là. Moi, je ne suis pas sur la théorie de la fin du monde et qui serait programmée, soit on doit interroger le modèle qui conduit à une telle convergence, parce que statistiquement, il n'y a aucune raison. Donc, beaucoup de scientifiques disent qu'il y aura des effondrements, probablement plus ou moins importants, progressifs dans le temps, sont à peu près d'accord pour dire que sur la plupart de ces effondrements, il y a quand même cette date de 2050, qui est quand même une date fondamentale pour les problèmes de réversibilité. C'est une date qu'on connaît depuis 1970, oui, 12 et du rapport de Rome, c'est du rapport du Club de Rome. Donc ils sont d'accord pour dire qu'il y a cette date de 2050, mais l'effondrement à la fois démographique de l'eau, enfin il y a tous les effondrements qui se produiraient au même moment, au même endroit, en même lieu, enfin moi, en tous les cas, personnellement, j'y crois pas. Mais par contre, il peut y avoir effectivement des effondrements. Alors, c'est la question des gigantismes. Toutes les grandes phases géologiques,
toutes, nous disent les géologues, ont tous commencé par une phase de gigantisme. Les fougères de 40 mètres, les arbres absolument gigantesques qui tuaient toute la biodiversité des sols, les forêts de gigantisme, elles ont toutes soit brûlé, les dinosaures, soit brûlé ou soit effondré. Alors dinosaures, ça peut être une cause externe, on ne sait pas. Et donc on a toujours le début de la phase qui passe par le gigantisme, et ce qui est assez extraordinaire dans l'apprenance du vivant, c'est quand une forêt brûle par exemple, elle ne se reconstitue pas par les arbres, elle se constitue par la biodiversité des sols qui crée des nouvelles dynamiques. Et ce qui est assez intéressant dit par les écologues, c'est qu'on voit bien qu'il y a une dynamique d'apprentissage. La forêt ne se reconstitue pas forcément à l'identique. Quelque part, il y a une forme d'apprentissage de l'incendie. Et donc moi je pense que dans la phase que nous rentrons post-anthropocène, la fameuse révolution numérique, etc., elle a commencé par du gigantisme. C'est-à-dire la naissance des grands monstres, parce qu'on oublie toujours que Schumpeter, la destruction créatrice, il dit en même temps il y a intensification capitalistique. Donc c'est ce qui s'est passé. On a une incroyable centralisation du capital, technique, social, etc. Donc gigantisme, effondrement des gigantismes, reconstruction par la biodiversité. Ça, il y a 3 grands scénarios. Il y a le scénario des dinosaures, c'est un effondrement brutal, massif. J'espère qu'on arrivera à ne pas être dans ce scénario. Il y a le scénario du Natoufien qui est intéressant, parce que ce qu'on sait sur l'émergence des civilisations dans le bas des États-Unis et après la propagation, c'est quand, tu l'as dit d'ailleurs, hein, c'est une transformation qui a duré, qui a été très longue. Il n'y a pas d'un seul coup, on a tapé dans les mains, les chasseurs-cueilleurs en 10 ans se sont sédentarisés. On pense que il y a encore des nomades, mais on pense qu'en gros, on est plutôt sur 5000, 6000 ans. De sédentarisation, etc. Donc, est-ce qu'on sera dans le dinosaure, effondrement brutal, violent? Est-ce qu'on sera dans un changement progressif de paradigme, de reconstruction d'un monde nouveau, etc., passant par des effondrements locaux? C'est plutôt parce que les guerres entre les chasseurs-cueilleurs et les urbains, elles ont quand même duré quelques milliers d'années. Donc, est-ce qu'on sera sur ce scénario-là? Eh ben, je veux dire, ça nous appartient, quoi. C'est à nous de jouer. Donc à faire notre part du job, comme dirait Pierre Rabhi. Eh ben, je vous propose qu'on s'en tienne à cette phrase de conclusion. Jean, un dernier mot en tant qu'organisateur de cette rencontre? Il y avait un truc qu'on n'avait pas prévu, mais ça m'est venu. Est-ce que vous connaissez la devise de la ville, des villes hanséatiques? Vous savez qu'ici, Dunkerque, c'est une ville de la Hanse. La Hanse, c'est cette ligue de commerce, des ports depuis l'Allemagne, et puis c'est descendu jusque... Alors, je cite de mémoire, c'est navigare necessare, je ne sais plus comment on dit exactement en latin, est, vivare non necessa. Alors, ça veut dire en français, naviguer est nécessaire, est indispensable, vivre n'est pas indispensable. Alors, il faut retourner le truc, c'est-à-dire vivre, c'est bien, mais ce qui compte, c'est de naviguer. Et quand on navigue, on fait des choix. Voilà, et on est libre. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose de remercier nos participants. Merci à Pierre Georgini qui a laissé son équipe en séminaire pour être avec nous. Merci à Sandrine Rousseau qui a rebondi au pied levé. Et merci à Jean qui a organisé cette rencontre. Merci à tous d'avoir participé. Merci aussi à l'équipe technique. Et donc, il y a un repas qui est proposé pour ceux qui veulent. Juste à côté, on en avait les odeurs d'ailleurs.